Bonjour, merci d'être présent. Big, j'espère qu'il se passe bien pour vous. Grosse journée, beaucoup d'ateliers sous la bulle création. L'atelier qui va se tenir tout de suite, c'est les pièges à éviter pour ne pas planter sa boîte. Alors, je me présente, je suis Olivier Pichon, responsable création entrepreneuriat de BP France Pays de la Loire. Et pour animer cet atelier, j'ai 5 intervenants et intervenantes qui vont justement vous donner les bons tuyaux, les bons conseils, les indices, le regard attentif parfois sur des petits clignotants qui peuvent arriver dans vos tableaux de pilotage et ne pas les oublier, ces petits clignotants, parce que ces clignotants peuvent avoir des conséquences, mais si vous les identifiez, si vous savez les gérer, si vous savez les anticiper même, vous aurez un développement d'entreprise qui sera d'autant plus facile. Pour commencer, je vais laisser la parole à Jean-Pierre, le second souffle. Jean-Pierre, justement, identifier les signaux et pour accompagner les entrepreneurs, c'est votre quotidien? Oui, effectivement, hein, c'est notre quotidien, puisqu'on est une association qui accompagnons les entrepreneurs en difficulté, avec un principe de pair à pair, hein, puisque c'est des entrepreneurs en activité, ou plus en activité d'ailleurs, qui accompagnent les entrepreneurs en difficulté. On reçoit à peu près 1400 demandes par an d'entrepreneurs accompagnés. Donc on accompagne 1400 entrepreneurs par an. Donc on est confronté tous les jours aux difficultés des entrepreneurs et malheureusement, j'allais dire, on connaît bien ça. Alors, si la question c'est qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entrepreneurs pour éviter justement ces difficultés, c'est peut-être celle-là. 2 ou 3 choses. Alors, encore une fois, on reçoit énormément, plusieurs centaines de cas tous les ans et chaque cas est différent. Donc, il ne s'agit pas de faire une synthèse de tous ces cas, ce serait beaucoup trop long. Mais on va dire, voilà, si on peut se concentrer sur les 2-3 petits conseils ou grands conseils même à donner, pour moi, ce serait d'abord toujours garder la main sur la gestion de l'entreprise, la gestion de l'activité. Par exemple, il y a l'expert comptable, bien sûr, qui est un partenaire, mais ce n'est pas lui qui gère, c'est l'entrepreneur. Et il faut que ce soit l'entrepreneur. Il faut que ce soit l'entrepreneur qui suive l'activité avec l'aide de l'expert comptable, bien sûr. Mais certainement pas, j'allais dire, lui déléguer et ne pas avoir de visibilité sur l'activité. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner aux entrepreneurs, c'est dès qu'on a des difficultés financières, il faut bien faire attention à distinguer les interlocuteurs. Il y a 2 types d'interlocuteurs. En fait, les difficultés financières, souvent, ça peut arriver soit avec sa banque, soit avec les organismes sociaux du type URSSAF, etc. Il faut savoir une chose, c'est qu'avec les organismes sociaux, avec les impôts, on peut négocier. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut négocier. En revanche, lorsqu'on je dirais, ne satisfait pas aux obligations bancaires qu'on a prises, là, ça devient beaucoup plus difficile et voilà, ça peut tendre la situation d'un coup. Donc, j'allais dire, s'il y a un choix à faire à un moment donné, c'est privilégier, être particulièrement attentif à sa relation avec la banque, avec les financeurs, parce que là, ça peut être très grave s'il y a des incidents. Voilà. Et enfin, le troisième conseil qu'on peut donner aussi, et qui peut être très utile, c'est que dès qu'on se sent un petit peu démuni parce que l'entreprise a une situation financière compliquée, qu'on commence à avoir du mal soit à payer les salaires, soit à payer, peu importe d'ailleurs quelles échéances, quelles factures, c'est de se tourner vers le tribunal de commerce pour aller, non pas en procédure directement, mais pour aller solliciter ce qu'on appelle un rendez-vous de prévention au tribunal de commerce et aller exposer la situation au tribunal de commerce. Et là, on a affaire à des gens qui sont experts et qui vont, je dirais, donner des pistes de solutions. Voilà. Et dire, est-ce qu'on est obligé, par exemple, d'entrer en redressement ou pas? Si oui, comment ça se passe? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Etc. Voilà. Donc voilà, encore une fois, 3 conseils qui ne règlent pas tous les problèmes, mais qui sont réellement importants et qui, dans la pratique, peuvent faire une grande différence dès qu'on connaît des difficultés, sachant que les difficultés, il peut y en avoir de 3 ordres. Il y a des difficultés financières, mais il y a aussi des difficultés business, l'activité qui commence à décroître, par exemple. Et puis, il y a des difficultés personnelles. Et dans tous les cas, on peut avoir des gens dans l'écosystème, dont nous, par exemple, qui accompagnent les entrepreneurs en difficulté. Voilà cette petite synthèse.
Est-ce qu'il y a des signaux qui permettent justement déjà de détecter, attention, ce point-là est sensible, c'est que second souffle, c'est votre accompagnement, c'est votre valeur, aider les entrepreneurs aussi à gérer des phases dures. Est-ce qu'il y a des signaux dans tous les exemples d'entrepreneurs que tu as pu suivre? Est-ce qu'il y en a parfois des récurrences au final de signaux qui ont peut-être été oubliés et qu'il faudrait anticiper? Malheureusement, j'allais dire, les signaux qu'on voit le plus, c'est les signaux financiers qui s'allument, c'est ça, c'est évidemment. Mais alors là, il ne faut pas confondre. On parle souvent de problèmes de trésorerie, c'est un peu la tarte à la crème, les entreprises. Ah, il y a des problèmes de trésorerie. Oui, d'accord, mais le problème de trésorerie, c'est pas la cause, c'est le symptôme. Donc, à quoi ils sont dus, ces problèmes de trésorerie? Est-ce que c'est un problème de rentabilité? Est-ce que c'est un problème de gestion du compte client, par exemple? Là aussi, on peut avoir des gens qui, malheureusement, ont du mal à se faire payer pour des raisons bonnes ou pas bonnes, d'ailleurs. Voilà. Donc, des signaux, il y en a de toutes sortes. Mais en gros, il faut que l'entrepreneur sache s'écouter et effectivement percevoir ses propres signaux. Dès lors qu'il sent la corde un peu lui glisser entre les mains, il faut qu'il réagisse. Il faut réagir, effectivement, quand on est entrepreneur. Justement, ça permet de donner la parole à Mélanie, donc, qui a été accompagnée par Second Souffle et aussi, je crois, 60 000 rebonds. Mélanie, entrepreneur pendant près de 15 ans, une société d'insertion, traiteur dans l'événementiel, avec une croissance, 25 salariés, c'est ça, tu me disais tout à l'heure, des contrats publics. Donc, quand on parle après, gérer la trésorerie, c'est gérer la trésorerie même dans des phases de croissance, ou parfois de décroissance, mais la gestion, les outils de pilotage sont extrêmement précieux. Aujourd'hui, tu es dans une activité de conseil, très engagé dans le volet ESS. Sur ton expérience très très riche et variée, mais ton expérience d'entrepreneur, justement, les grands sujets sur lesquels tu aurais aimé peut-être qu'on te mette le petit coup d'œil à dire fais attention à cela, anticipe cela? Alors pour moi, en tant qu'entrepreneur, j'avais l'impression de devoir faire rentrer le fric en permanence. J'avais pas le droit d'autorisation de découvert. Donc déjà, pour moi, c'est important d'avoir une autorisation de découvert auprès de votre banque et d'avoir 2 banques et 2 comptes pour pouvoir gérer votre argent. Ensuite, faut faire attention, l'autorisation de découvert, elle peut sauter du jour au lendemain et vous le voyez pas. Donc soyez vigilants là-dessus. Ensuite, quand j'ai fait ma levée de fonds à la création, j'avais prévu un chiffre d'affaires prévisionnel trop bas et du coup pas assez de besoins en fonds de roulement. Et du coup, j'avais des grosses commandes, beaucoup plus que prévu, et j'avais pas assez de trésor pour acheter les matières premières. Donc c'est important de ne pas être trop pessimiste sur votre prévisionnel. C'est vrai que c'est pas facile, faut pas être trop haut, faut pas être trop pessimiste, faut réussir à cibler le bon chiffre d'affaires. Ensuite, l'affacturage. Je regrette terriblement de ne pas l'avoir mis en place parce qu'il y a une commission, mais en fait, ça aurait pu sauver mon entreprise. Donc mettez en place une ligne d'affacturage parce que le jour où vous en aurez besoin, vous serez bien content d'avoir cette ligne d'affacturage en place. Oui, c'est important de le dire, tes contrats, c'était des grands donneurs d'ordre publics. Les délais de paiement, combien les délais de paiement, ça variait Ça a été jusqu'à 1 an pour 200 000 euros pour des universités, des choses comme ça. Donc avoir de la croissance, des gros contrats, c'est bien, mais il y a les 25 salariés derrière aussi à assurer. Donc ce pilotage de trésorerie peut être très technique et il faut être vraiment vigilant dessus. Ouais. Voilà, mais ça a changé parce que maintenant il y a Chorus et maintenant ils respectent. Mais à l'époque, il y a 15 ans, il n'y avait pas encore ce logiciel qui permettait d'être payé, pas au bout d'1 an, quoi, au bout de 30 jours maintenant. Aussi, ce qui est très important pour moi, c'est de faire un pacte d'associés. En fait, quand on s'associe avec des amis, de la famille ou même des gens en qui on fait confiance, on a tendance à oublier de faire le pacte d'associés. Et si vous ne le faites pas, ça peut être vraiment... ça peut créer des conflits et aussi faire couler votre entreprise. Donc, écrire une charte entre vous, des fiches de poste, qui fait quoi. Ce n'est pas des salariés, c'est des associés. Mais il faut vous engager parce que des fois, il y en a un qui va faire plus que l'autre. Et du coup, voilà, il va y avoir des conflits. Vraiment important de faire cette charte entre vous, que vous signez, des fiches de poste et ce pacte d'associés que vous signez. Et aussi... Tu étais à combien d'associés dans ton entreprise? Beaucoup, ça a évolué, c'est un peu compliqué. D'accord. Je suis dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi ce qui est important, c'est de définir la mission, la raison d'être de votre entreprise. Moi, j'avais une mission, c'était l'insertion des femmes en difficulté par la cuisine. Mais des fois, elle ne peut pas être comprise par tout le monde. Il y en a qui confondent l'activité et la mission. La raison d'être, c'est notre mission, notre impact social, écologique. Et c'est important de la définir, de l'écrire,
et ensemble, avec vos associés, vraiment de l'écrire, cette raison d'être et cette mission. Parce que si vous êtes co-dirigeant et que vous n'avez pas finalement la même mission, à la fin, vous ne serez pas d'accord et ça peut aussi engendrer des conflits. C'est important de définir cette mission, cette raison d'être. La mission, la raison d'être, juste pour donner un petit conseil par rapport à ton entreprise, c'est que tu as formulé cela comment comme tu étais entreprise d'insertion et tu étais dans la restauration, il y a des formulations spécifiques que tu as gravées noir sur blanc justement pour que le pacte soit clair? On peut être en entreprise à mission, on peut être Bicorp. Moi, j'avais l'agrément ESUS sur le cabis, entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui permettait d'avoir des services civiques. Donc j'avais des petits jeunes, on me payait 100 € pour avoir ces jeunes, pour ma mission sociale et écologique. Ça permet d'avoir des prêts à taux zéro, ça permet de répondre à des marchés publics réservés. Et ma mission, c'était l'insertion de personnes éloignées de l'emploi par la cuisine. Ensuite, quelque chose d'incroyable, c'est que vous avez plus de 15 000 aides financières pour votre entreprise. Il y a un site internet qui est juste extraordinaire qui s'appelle Aide publique Infogreffe. Et vous avez accès à ces 15 000 aides. Il y a plus de 20 contrats aidés aussi. Il y a une aide à la première embauche de 5 000 €. Il y a une aide pour l'embauche de seniors. Vous avez une aide d'embauche de jeunes qui habitent en QPV. Vous avez l'aide VT, enfin, vous en avez plein. Et moi, j'aurais pu bénéficier de plus de 100 000 € à la première année. Mais comme je m'en suis aperçue trop tard, avant d'acheter, avant d'investir, avant d'embaucher, je n'avais pas le droit à ces aides. Donc voilà, vraiment, renseignez-vous sur les aides financières pour créer de l'emploi, les contrats aidés, pour investir sur ce site Aide publique Infogreffe. Ça sécurise d'autant plus, ça permet de staffer l'entreprise et comme tu le disais, c'est un élément pour sécuriser aussi la trésorerie et vous permettre de grossir à votre rythme. S'il y avait justement un dernier conseil, ce point que soit toi en tant que dirigeant, tu as pu vivre et que tu peux... Alors deux derniers conseils. Il faut savoir que à partir du moment où vous avez dépassé 1 mois et demi que vous n'avez pas payé vos salariés, vous êtes en faute de gestion, parce que vous avez 45 jours pour déclarer la cessation de paiement. Si vous ne l'avez pas fait après 1 mois et demi de ne pas avoir payé vos salariés, vous devez payer les dettes de l'entreprise, peu importe que vous soyez caution ou pas. C'est une faute de gestion et vous êtes interdit de gérer. Donc vraiment, renseignez-vous sur ce délai de 45 jours. Et ensuite, l'assurance chômage dirigeant. Il y a des assurances chômage dirigeant, même en tant qu'entrepreneur individuel, à 134 € par mois et vous avez 1 500 € de chômage, plus l'assurance ATI maintenant avec Pôle emploi de 800 €, donc ça vous fait 2003. Prenez-la, parce que moi je me suis retrouvée à la rue sans pouvoir m'acheter à manger, à la liquidation d'entreprise. Donc vraiment, prenez cette assurance chômage dirigeant. C'est vrai que quand on réussit, on ne s'imagine pas que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Alors justement, c'est que ce volet assurance est souvent assez peu traité. On parle de business plan beaucoup, on parle de marché, mais la sécurité de l'entreprise, la sécurité du dirigeant. Caroline, entrepreneur de la Cité, c'est ton métier de gérer tout cela, ce package de sécurité? Ah oui, effectivement. Donc j'ai la chance d'être ambassadrice de la Fondation des entrepreneurs de la Cité, fondation qui a été reconnue d'utilité publique et qui a pour mission de permettre l'accès à l'assurance à tous les créateurs d'entreprises. Je dirais que la protection passe par l'assurance. Effectivement, le témoignage de Mélanie est touchant. Il me touche aussi particulièrement. Il y a des solutions. Il y a 15 000 fonds d'aide. Mais dans l'assurance, effectivement, quand on démarre sa boîte, on n'y pense pas. La Fondation travaille avec effectivement beaucoup d'associations d'accompagnement, comme 60 000 rebonds, et effectivement, il faut y penser. Je vais vous donner un exemple, parce qu'en fait, il est très récent. J'interviens pour la Fondation auprès des créateurs, et pas plus tard que mardi dernier, j'ai rencontré Sarah. Sarah, elle s'est installée, elle a une entreprise de nettoyage. Elle a un premier client qui a plusieurs magasins d'ateliers de pièces détachées. Et Sarah, elle est très courageuse. Donc, elle a fait un devis qu'elle n'a pas eu en retour signé, mais elle a commencé à travailler. Et au bout de la 4e fois, elle s'est rendue compte que les vitres n'étaient pas propres. Donc, elle a lavé les vitres. Et quand j'ai discuté avec elle, la première question que je lui ai posée, mais Sarah, est-ce que vous êtes assurée pour nettoyer les vitres? Elle était incapable de me répondre si dans son assurance responsabilité civile professionnelle, pour certains métiers, vous savez, c'est obligatoire. Pour d'autres métiers, c'est facultatif. Mais il faut absolument que ça devienne une obligation pour vous dans votre schéma de créateur d'entreprise.
Parce que si vous n'avez pas d'assurance de responsabilité civile professionnelle, quand vous commettez une faute, vous n'êtes pas garanti. Sarah, elle a l'assurance, elle a fait la démarche de se protéger, mais elle n'a pas précisé, elle a précisé nettoyage, elle n'a pas précisé vitre. Donc là, je vais un peu vous faire peur, comme je lui ai fait peur mardi, mais j'aime bien faire peur pour dire qu'en fait, tout a toujours une solution. Je lui ai dit, si la vitre se casse, on imagine les conséquences. La vitre, elle est cassée. Et en plus, Sarah est blessée. Sarah est blessée, donc Sarah ne peut plus travailler. Sarah n'avait pas prévu de prévoyance. Et vous savez que la première année, les auto-entrepreneurs n'ont pas le droit aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Donc Sarah se retrouve sans rien. Avec le contrat de prévoyance de la Fondation des entrepreneurs de la Cité, pour un contrat qui est de, je crois, 14 € par mois, vous avez droit à 30 € par jour pendant 90 jours. Sarah, avec sa main cassée, ne peut plus travailler, enfin blessée, elle est indemnisée. Mais je suis allée plus loin. J'ai dit, la vitre est brisée. Mais le client, il n'est pas content. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il demande le remboursement. Oui, mais Sarah, en fait, n'est pas assurée. Donc elle va devoir payer de sa poche la vitre qui a été brisée. Et je suis même allée plus loin. J'ai dit, le lendemain matin, quand les salariés sont rentrés, il y a un salarié qui s'est blessé avec un bris de verre. Le salarié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué son employeur. Et l'employeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné contre Sarah. Si Sarah, elle avait eu un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle et un contrat d'assurance multirisque et une prévoyance, aujourd'hui, Sarah n'aurait pas de problème. Donc, c'est vrai que c'est un peu triste et que c'est toujours délicat de parler de ces choses-là. Mais sachez que l'assurance est importante, qu'aujourd'hui, grâce à la Fondation et grâce à de nombreuses associations, comme on voit aujourd'hui, il y a des solutions. L'assurance inclusive, c'est une réalité. Pensez à vous assurer pour votre responsabilité civile, pour la multirisque professionnelle, pour vos locaux, pour le stock. Sarah, pareil, je lui ai dit, mais le matériel, il est stocké où? Ben, il est stocké dans ma voiture, d'accord? Mais est-ce que dans l'assurance de l'auto, on a précisé qu'il fallait... L'auto était utilisée dans le cadre du travail? Est-ce qu'on a précisé qu'il y avait du matériel dedans? Est-ce qu'il y a des produits qui peuvent être toxiques? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des produits toxiques dans le garage? Enfin, voilà, là, je vais démoraliser tout le monde, mais parce que je veux vraiment attirer l'attention. Non, mais c'est valable, c'est que c'est ce conseil, parce qu'à vouloir faire bien, à vouloir apporter satisfaction à son client, on peut se mettre en danger ou mettre en danger l'entreprise. Il faut anticiper ces points-là. Ce que tu dis là, on parle de société, service, nettoyage, mais on peut parler la même chose dans la restauration, dans l'aide à la personne, dans tous ces secteurs-là, au final, c'est problématique. Et on le voit aussi beaucoup dans tout ce qui est nouvelles technologies. Très attention, je crée un site web. J'ai utilisé une image et effectivement, je n'ai pas vérifié que j'avais le droit de l'utiliser, le droit à l'image. Si je ne suis pas assurée, ça peut me coûter très cher. L'INPI, très bon conseil en protection intellectuelle et droit, justement. C'est un acteur partenaire. Mais si juste une minute. Surtout, n'hésitez pas, lisez vos contrats et demandez des conseils. L'assurance, c'est primordial. Merci. Justement, pour finir cette boucle d'échange, Manon, Valérie, vous allez intervenir. Hop, tu as le deuxième micro. Valérie, accompagnée par 60 000 rebonds. Manon, 60 000, pareil, c'est comme second souffle, vous travaillez en étroit lien. Votre rôle est d'accompagner des dirigeants là, qui sont en phase de rebond, de difficultés et de rebond. Et donc, c'est le rebond vers l'entrepreneuriat. Je devine que quand on a fait des négligences, quand des accidents de parcours sont arrivés, derrière, on a l'œil plus attentif pour prendre tout cela, pour anticiper cela. Tu peux nous en dire un peu plus sur 60 000 avec plaisir. Et l'accompagnement avec Valérie et vos retours d'expérience? Et donc effectivement, 60 000 rebonds, c'est une association qui accompagne partout en France les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise pour les accompagner à se relever et à construire un nouveau projet professionnel, qui soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, à travers un dispositif d'accompagnement gratuit pour l'entrepreneur et qui combine du coaching, du parrainage, des conseils d'experts et des temps d'intelligence collective. Donc on a accompagné plus de 2500 entrepreneurs en France depuis la création. Et parmi les entrepreneurs qu'on a accompagnés, il y a effectivement Valérie à Paris. Et toi, Valérie, quand tu m'as raconté ton histoire, tu m'as expliqué que parmi les obstacles que tu avais rencontrés, il y avait une série d'événements qui étaient imprévus pour toi et qui sont venus peser de manière forte sur un projet ambitieux, peut-être un petit peu trop ambitieux au départ. Oui, effectivement. Quand j'ai liquidé mon entreprise,
ça a été à la suite sur 4 ou 5 mois d'événements qui, effectivement, n'étaient pas prévus, bien évidemment, mais qui étaient hors de mon contrôle. Des incidents météorologiques, des grèves SNCF, des travaux dans la rue, fermant toute la rue. Donc, à un moment donné, vous vous retrouvez cerné par tout ça. Et donc, vous dites stop. Bon, ok, liquidation faite, etc. Et puis, quelques temps après, on se fait le bilan. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Qu'est-ce qui est à retenir de cette expérience? Parce qu'avant tout, la liquidation judiciaire peut être perçue, bien évidemment, comme un échec. Oui, je n'ai pas été au bout de mon projet. Et pour autant, donc c'est ce que j'ai ressenti au début, hein, oui, j'ai échoué. Voilà, j'ai un genou à terre, mais j'ai pas les deux genoux à terre, je vais me relever. Et cet échec, justement, l'objectif était de se dire... C'est une épreuve, c'est une expérience. Comment est-ce que je fais demain pour rebondir et pour avoir quelque part des bons réflexes? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je referais de différent? Effectivement, comme le dit Manon, une des choses sur lesquelles je me suis aperçue de ça très récemment, et pourtant j'ai liquidé en 2018, c'est le premier point qui maintenant pour moi est le plus frappant puisque je travaille au quotidien avec des startups. C'est quand on a une start-up, quand on a une entreprise, on a un plan de développement, on a une vision, on sait où on veut emmener notre entreprise et on est souvent très ambitieux. Et ça, c'est un atout hyper intéressant parce que ça nous donne de la motivation et ça nous donne un cap vers où aller. Pour autant, ce qu'il est important à l'heure actuelle, c'est de se focaliser sur, de mon point de vue, une seule activité et notamment celle qui va être la plus rémunératrice de cash rapidement, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, c'est à peu près ce que tout le monde va vous dire. Bon, ben, quand on vous a dit ça, on vous a tout dit, on vous a rien dit. Mais pour autant, dans un projet, souvent, on a une multitude de leviers. Si vous aviez une seule chose à penser quand vous démarrez, c'est comment est-ce que je peux générer du cash super rapidement. Du cash rapidement pour avoir de la trésor, et on ne va pas se le cacher, du cash rapidement pour aussi, à un moment donné, pouvoir se payer, parce que... Il y a des factures à payer en fin de mois. Et donc, le business plan, même si vous vous dites, OK, je ne me paye pas la première année, je ne me paye pas la deuxième année, ce n'est pas un business model pérenne, ça. Donc, il faut trouver du cash rapidement. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Focalisez-vous sur l'activité qui peut vous générer du cash rapidement. Et pour revenir sur le sujet également des travaux en fait, dans la rue qui entravaient l'accès à ton restaurant, des épisodes de neige aussi, des grèves SNCF qui ont entravé aussi en fait, l'accès de ta clientèle à ton restaurant, l'anticipation des difficultés, c'est la clé. Et l'anticipation, on l'a fait quand tout va bien. Plus on identifie en amont les pièges et les difficultés, plus on a de chances de pouvoir les régler. Et à l'inverse, plus on les ignore, plus il y a des chances que ça devienne une véritable crise financière, de gouvernance, RH, etc. à un moment donné. Et j'ai peut-être vous avez peut-être l'impression que c'est bateau ce que je dis, mais on voit énormément de dirigeants qui se mettent des œillères, soit par peur, soit parce qu'on est dans l'enthousiasme de la création, et sans penser toujours au pire. Soyez en fait dans l'anticipation et dans l'identification en amont autant que possible de ces pièges-là. Pour le local, c'est le bon exemple, le bâtiment. Si vous prenez un local commercial, vous informez auprès du loueur, c'est bien, mais vous informez peut-être aussi auprès de la mairie. S'il y a un plan de rénovation de voirie ou trottoir qui a courte échéance, c'est planifié. Normalement, vous avez les infos. Et ça peut éviter de se retrouver avec des impossibilités d'accès. Hein. Tout à fait. Et si je peux résumer effectivement ça d'une façon un peu plus générique, ça serait de vous dire de ne jamais rester seul et de vous entourer au maximum. Donc vous entourez bien évidemment de votre famille, etc., qui est là pour vous soutenir. Un soutien moral, c'est toujours extrêmement important. Mais vous vous entourez également de pairs, soit dans des clubs d'entrepreneurs, soit dans des masterminds, soit dans un certain nombre d'associations professionnelles que vous pouvez trouver. Parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, ça nous anime du cœur, ça vient de l'intérieur. Donc, on se sent quelque part un peu surpuissant. Je suis Superman, je suis Wonder Woman, je vais conquérir le monde, ça c'est super. Hein. Sauf qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat, ce sont des montagnes russes. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore les montagnes russes. Hein, donc, là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, quand on est dans les creux, quand on se pose des questions, les réponses, on les a pas toujours. Et quand on commence effectivement à avoir le mental qui commence légèrement à faillir,
il est toujours intéressant d'être confronté à des pairs qui ont soit des solutions, soit vont pouvoir vous apporter un autre regard sur votre situation. Et parfois, juste une question posée. Et si tu faisais comme ça? Ah ouais, ça résout un problème. Donc voilà, ne jamais rester seul. Pour moi, c'est vraiment le deuxième conseil que je pourrais vous donner. C'est vrai que le volet coaching, mentorat, alors le mentorat, il y a un partenaire, notamment Mouji, Réseau Mentorat France, qui sont partenaires de BPI France. La posture d'entrepreneur, si tu as 2-3 conseils, ça peut être quoi éventuellement? Parce que tu t'es confronté à ce regard des pairs qui t'ont aidé. Donc toi-même, tu as aussi appris, découvert. Oui, effectivement, merci pour le lien avec le mentoring, le coaching. Une des choses que j'avais sous-estimées, c'est la posture de manager et le manager. Vous avez certainement tous eu, ou pas, et c'est pas grave, des expériences de manager en étant salarié. Vous portez la voix d'une direction et vous managez une équipe, vous avez un cap, des projets, des ambitions, des objectifs, c'est OK. Sauf que quand vous êtes CEO d'une entreprise, c'est vous le dirigeant. Donc là, vous n'avez plus personne au-dessus à qui faire tampon. Et donc, pour le coup, votre posture doit impérativement changer. Et ça, je n'en avais pas conscience. Et je sais que j'ai eu des défauts de management vis-à-vis de mes équipes, des soucis de positionnement. Et si c'était à refaire à l'heure actuelle, mais sans aucun doute, j'investirais dans un coaching, investir entre 5 000 et 8 000 euros au regard de ce que ça peut vous apporter comme bénéfice. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement sur votre personne. Et quelque part, votre personne, c'est vous. Vous êtes l'homme ou la femme clé de l'entreprise. Donc clairement, investir d'abord sur vous, c'est pas preuve d'égoïsme, c'est surtout être visionnaire sur, voilà, je connais quels sont mes points forts, je connais quels sont mes axes d'amélioration. Et en tant que dirigeant, votre job, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Vous identifiez des problèmes, vous trouvez des solutions, en l'occurrence de travailler sur vous. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre entreprise. Justement, Manon, la santé du dirigeant, la santé des équipes, le management, c'est pour le bien-être d'une équipe complète, du dirigeant et des salariés. C'est des sujets aussi, quelque chose que tu touches beaucoup par ton activité. Oui, il se trouve que moi, avant de travailler chez 60 000 rebonds, j'ai eu une entreprise aussi à travers laquelle j'accompagnais des personnes à améliorer ou retrouver leur santé, notamment à travers leur mode de vie. Et que ce soit chez 60 000 rebonds ou dans mon entreprise, j'ai vu tellement de personnes, de chefs d'entreprise, de dirigeants, tomber dans ce piège qui est de s'oublier au profit de son projet, et parce qu'en fait, on est dans la fusion totale et l'envie totale de le réaliser. Que ça en a parfois des impacts importants sur la santé physique et mentale du dirigeant. Et quand le dirigeant va mal, probablement que l'entreprise va mal aussi. Et ça se fait souvent de manière insidieuse, c'est-à-dire que en fait, on commence à travailler un peu plus, à dormir un peu moins, on fume un peu plus, on saute des repas, parfois on picole un peu parce qu'il faut bien relâcher la pression. On refuse aussi des invitations en fait chez des copains parce qu'on a trop de boulot, qu'on est trop fatigué, donc la vie sociale en fait ça menuise aussi. Et ça n'a pas d'impact immédiat, mais dans les 6 mois à 2 ans qui suivent, les conséquences sur la santé mentale et physique peuvent être importantes. Et il y a plusieurs chefs d'entreprise qui en témoigneront parce qu'ils sont passés par là. Et en fait, c'est un piège dont on ne parle pas assez souvent à mon goût. Et mon conseil, c'est prenez soin de vous, en fait. Prenez soin de vous en tant que personne avant de prendre soin de votre entreprise. Oui, on disait tout à l'heure, le dirigeant, ça revient avec le sujet des assurances, etc. Le dirigeant est le premier moteur, le premier outil de sa propre entreprise. Donc, si vous avez une négligence par rapport à vous-même, c'est le projet de l'entreprise, avec le cercle vicieux derrière qui peut s'engager, je devine. Ouais. Si du jour au lendemain, vous partez en arrêt maladie parce que vous faites un burn-out, c'est une image que l'on a tous, mais ça arrive réellement. Et que, en fait, comment l'entreprise vous remplace du jour au lendemain, vous voyez bien toutes les conséquences que ça pourrait avoir, en fait. Si je fais le tour des conseils, alors la gestion de la trésorerie, oui, mais voilà, avec une vision fine, quand on sous-évalue un besoin ou parfois quand on le surévalue et qu'on n'y arrive pas, le dirigeant, sa santé, son accompagnement, la posture du dirigeant. J'avais les éléments juridiques. Alors c'est que le volet pacte d'associés, comme tu disais, faire les fiches précises du qui fait quoi et les valeurs de l'entreprise. Et ça revient avec ce volet juridique des assurances aussi,
à ne surtout pas négliger. S'il y avait, allez, pour les 10 dernières secondes, un dernier conseil ou vous avez à peu près la petite idée, Jean-Pierre? Je veux dire juste un truc, quand on a des entrepreneurs en difficulté, on n'a pas de miracle pour les redresser, mais des solutions, il y en a toujours. Donc gardez confiance si jamais ça vous arrive. Il y a aujourd'hui beaucoup de solutions, beaucoup d'organismes qui peuvent aider. Il n'y a pas des solutions à tout, il n'y a pas de miracle, mais voilà, on y arrive. C'est aussi ce que je voulais dire, et prévenir, c'est guérir. Et dites-vous que vous pouvez vous faire accompagner et qu'il y a de belles structures d'accompagnement. Mais surtout, rapidement, il ne faut pas laisser une situation s'envenimer. Voilà mon conseil, prévenir. Et je terminerai effectivement sur ne restez pas seul et osez demander de l'aide. Osez demander de l'aide vraiment, parce que quand vous êtes un genou à terre, vous n'avez pas les deux genoux à terre et c'est ça l'essentiel. Vous pourrez trouver justement des gens qui pourront vous aider à vous relever et c'est ça l'essentiel, mais osez demander de l'aide. Merci, un grand merci pour vos précieux conseils.